Bien, bonjour à tous et à tous. Très heureux de vous retrouver ici et de m'exprimer en tant que président du Conseil régional. Vous avez entendu, je crois, 2 discours girondins. Ne vous étonnez pas si j'en continue la substance. Dommage d'ailleurs que nous n'ayons pas pu, Alain Ziani, Jean-Luc Glaise et moi, nous exprimer devant les ministres. On le fait devant le président de votre association et devant vous toutes et vous tous. La France est un paradoxe sur le plan de la démocratie. Nous sommes le dernier pays démocratique centralisé. Ultra centralisé d'ailleurs. Imaginons demain si un accident démocratique arrivait au niveau de l'élection présidentielle. Imaginons, compte tenu des pouvoirs dont il dispose, ce qui pourrait se passer. Je n'ose y penser. Et je pense, et c'est d'ailleurs dans les lois fondamentales de la République, je pense d'ailleurs que les collectivités territoriales, on l'a bien vu aux dernières élections, j'entends les élections municipales, départementales ou régionales, que nous pouvons aussi être un rempart de la démocratie. Et en même temps, la démocratie et la décentralisation est un facteur de progrès. Jean-Luc Glaise vient de donner des exemples et Alain Ziani l'a fait tout à l'heure. Quelles sont les innovations sociales, économiques, environnementales qui sont nées ces 30 ou 40 dernières années? Songeons à ce qui se fait sur l'emploi, les missions locales. Elles sont nées de la volonté des maires. Songeons à ce qui s'est fait et ce qui se fait aussi sur la créativité économique, avec les technopoles et les pépinières d'entreprises. Songeons à ce qui a pu se faire sur l'insertion des handicapés, la prise en compte du handicap, si ce n'est avec les associations des parents des enfants handicapés. Toute innovation émane des territoires. Je n'en connais pas une, sauf peut-être, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, l'immense élan d'un projet social à travers le Conseil national de la résistance, longuement travaillé, dans l'ombre et la nuit de l'occupation. Et je pense qu'il faut que nous soyons à notre tour porteurs de cet élan démocratique. Mais cela passe par 2 conditions. La première, l'acceptation de la responsabilité. Le fait de pouvoir dire non, y compris à un certain nombre de projets qui ont détruit nos centres-bourgs, à savoir l'installation de grandes surfaces à la périphérie de nos villes, y compris sur la transition écologique et le reverdissement de nos villes. Il s'agit, comme le disait Jean-Luc Glaise tout à l'heure, de travailler, nous le faisons à l'intérieur des CTAP, en coopération. La deuxième condition, c'est que nous sachions réintégrer la compétence humaine et l'ingénierie avec des spécialisations de nos collectivités. Nous ne pouvons pas tous tout faire. Ce serait une erreur budgétaire, de compétences et d'efficacité de l'action publique. Alors, nous subissons 3 crises, ou 4, celle du Covid, celle de la crise énergétique et de la guerre en Ukraine, environnementale, à laquelle nous n'avons pas, acceptons d'en prendre cette responsabilité, nous n'avons pas su prendre assez tôt le virage. Et puis social. Sans le sentiment de justice qu'ont nos concitoyens,
il n'y a pas de participation électorale. Et nous faisons monter les extrêmes. Alors, dans la responsabilité qui est la mienne, ici en Nouvelle-Aquitaine, quelles sont les coopérations qu'il y a? Il est évident que le couple région-intercommunalité, de par la compétence économique partagée, est essentiel. Nous le faisons par des délégations de compétences, par un travail fin, bien que la région, ici, soit la plus grande de France, de coopération et d'échange entre les équipes, entre les élus. Je vous donne un exemple qui est à la fois gratifiant et révélateur. Il s'agit d'une ville de la Creuse qui s'appelle La Souterraine. Et je pense que le président de l'intercommunalité doit être là. Son chargé de mission au développement économique reçoit un jour un coup de fil d'une entreprise d'une autre région qui travaille dans les domaines du cuir. Il y a à La Souterraine une friche industrielle, anciennement de Fursac. En l'espace de 48 heures, entre l'intercommunalité et la région, nous avons pu formuler une proposition à l'entreprise qui va créer demain 350 emplois, alors que nous en avions perdu plusieurs centaines dans cette commune. Et je pourrais citer d'autres exemples. Je prends la Creuse parce que j'adore ce département, c'est le deuxième département le moins peuplé. Et son nom même peut évoquer un défi d'ailleurs sur le plan du développement et sur le plan de la réponse aux différentes déprises que nous connaissons. La Courtine, très petite commune, une entreprise dont le siège social est en Alsace et qui doit, comme l'on dit dans le domaine industriel, se retourner, investir. La région a immédiatement réagi avec l'intercommunalité pour reconstruire l'usine et en faire une usine du futur. Les 125 emplois de cette usine d'ameublement sont restés. Et la stratégie de la région est celle de plusieurs priorités. D'abord, avec nos compétences économiques, maintenir l'emploi dans tous les territoires. Rappelons-nous que 60% des usines sont en territoire rural, à l'extérieur des métropoles. Et donc, mettre en place des dispositifs de présence, d'ingénierie, comme le disait Jean-Luc Glaise tout à l'heure. Nous avons créé, à travers des contrats de territoire, plus de 100 emplois d'ingénieurs de développement auprès de ces collectivités qui sont en situation de déprise. 100 emplois. Nous avons créé dans les territoires qui sont en déprise industrielle des ingénieurs de retournement et de développement. L'exemple du Bergeracois, de Bergerac, est un bon exemple. En l'espace de 6 ans, le nombre d'emplois créés dans cette agglomération a doublé pour aller chercher les projets dormants, pour accélérer les relations entre le besoin d'une entreprise et les services de la région. L'autre point est celui de la formation, les lycées, départements, les collèges, les communes, les écoles. Le système centralisé de l'éducation nationale, et nous sommes le seul pays à garder ce système centralisé, et j'ai toujours plaidé, comme dans tous les pays démocratiques, pour que la région assume, comme dans toutes les régions d'Europe, la responsabilité de l'éducation, de la totalité de l'éducation, sauf bien entendu programme et diplôme. Toujours dans la Creuse, Felletin, lycée historique des maçons de la Creuse, qui ont construit Paris, Lyon, Genève.
ce lycée perdait des élèves. Donc il perdait des profs. Et donc s'engageait une spirale de fermeture du lycée. Nous avons investi 46 millions d'euros pour le rénover. Et depuis ce moment-là, le lycée accueille de nouveaux élèves. Il est devenu une université de proximité. Il va jusqu'à Bac+4. Il est devenu pour nous, en Nouvelle-Aquitaine, le lycée des métiers du patrimoine. Et nous avons candidaté à la réflexion de la charpente de Notre-Dame, où d'ailleurs, sur place, figure un exemplaire, un prototype de la reconstruction de la charpente. Quand la formation disparaît d'un territoire, alors l'usine ferme. L'exemple aussi de coopération avec la réhabilitation des centres-bourgs, si chers à cœur et aux besoins et aux actions de beaucoup d'entre vous. On a réuni un cluster piloté par un maire d'ailleurs de Gironde, le maire de Castillon, sur les réhabilitations de centres-bourgs. Je souhaite que l'on puisse, nous, collectivités territoriales et nous, régions, être responsables de cette stratégie pour mobiliser notre ingénierie, notre savoir-faire. C'est le maire qui compte et il faut lui donner les moyens de cela. Il y a un autre défi à relever, qui est celui du temps. Vous connaissez la formule de François Mitterrand, laissez le temps au temps. Vouloir... J'ai des difficultés, moi, avec le mot réforme, parce que je ne sais pas si une ministre est arrivée, Madame la ministre, que je salue, mais vouloir changer tout le temps les politiques publiques, fussent-elles de l'État, fait que nos concitoyens, nos élus, nos équipes n'ont pas le temps de se les approprier. Et c'est ce qui s'est passé sur les centres-villes, les centres-bourgs. Il pourrait y avoir un partage efficace entre l'État et les régions ou les intercommunalités. C'est celui de dire, voilà, en dessous de telle taille de commune, c'est vous qui vous en occupez. Nous, on s'occupe des villes moyennes, par exemple. Vouloir tout faire, c'est allonger le temps de la décision publique. Et la complexité du système français liée à sa centralisation est absurde. Quand il faut être 8 derrière un ruban, alors il faut 8 années pour monter le dossier. Et nos concitoyens ne comprennent pas. Ne comprennent pas. Ils peuvent comprendre que régler le problème d'une indivision dans des bâtiments insalubres, vides, peut prendre du temps. Mais ils ne peuvent pas comprendre que la décision de l'intercommunalité, de la commune, de la région, du sous-préfet, du département, prenne autant de temps. Et le problème, c'est que ce temps de la décision publique coûte cher. Et on reproche à la France d'avoir un coût de la gestion publique trop élevé. Il suffirait de supprimer les doublons, de continuer à décentraliser et à spécialiser. Et nos concitoyens sauraient qui fait quoi et retourneraient aux urnes pour botter les fesses ou pour valider un projet. Donc, complémentarité région-intercommunalité, on travaille beaucoup avec les départements aussi sur le plan de la santé et de l'insertion. Et je pense que ce que nous avons réussi à faire et qui doit être, bien entendu, encore amélioré, parce que chaque fois un dossier surgit, chaque fois un problème peut surgir. Cela suppose aussi
Et Alain Ziani et Jean-Luc Glaise l'ont dit tout à l'heure, une visibilité budgétaire. Alors là, d'abord parce que 70% de l'investissement public vient des collectivités locales. Ensuite, parce que nous avons une obligation d'équilibre. Enfin, parce que je parlais de réhabilitation de centre-bourg, mais c'est la même chose pour la construction d'un collège ou d'un lycée. Il faut au moins 6 ou 7 ans. Et donc, si nous n'avons pas cette visibilité, eh bien, à un moment donné, on retarde, on repousse, on n'est pas prêt. Je crois que quand on nous a confié en 1985, je crois, ou 84, la responsabilité des lycées au niveau de la région et des collèges au niveau des départements, nous nous sommes engagés à corps perdu, à cœur et à corps d'ailleurs, perdus dans cette action-là. Aujourd'hui, quand on compare les crédits que nous mettons pour construire, réhabiliter, offrir un cadre de vie et au personnel et aux élèves, par rapport, toutes choses égales par ailleurs, et en euros constants, nous avons multiplié par 7 la réhabilitation de l'appareil public d'éducation. Par 7. Et quand les régions, en 2020, ont pris la responsabilité des TER, les lignes fermaient partout. Partout. Nous avons ressuscité les TER en multipliant presque par 10 sur ces transports. Et dans la révolution climatique que l'on doit faire, le transport ferroviaire est essentiel. Et nous devons tout faire, que ce soit les grandes lignes européennes ou que ce soit les petites lignes de desserte fine. Et si je peux avoir un message au gouvernement, je l'ai déjà dit à la Première ministre, qui connaît bien le sujet, c'est assez simple. L'Allemagne met 86 milliards dans un pays moins grand, plus peuplé, mais moins grand que la France. La France met 20 milliards. Les régions ne peuvent pas assumer cette rénovation ferroviaire essentielle aux défis climatiques. Et cette visibilité est essentielle. Elle est essentielle par les contraintes que la loi nous impose, mais par la durée, même raccourcie, de la décision publique. Encore une fois, c'est un enjeu démocratique. Et puis, je pense que c'est un enjeu de gestion efficace et rationnelle de l'argent public. Voilà. Je voulais faire ce cri du cœur qui ne vous étonnera pas. Et je vous renvoie à un article célèbre mais oublié, qui date de 1966, d'un inspecteur des finances, devenu célèbre par la suite. Il signait de son pseudonyme, Servet. Il s'appelait Michel Rocard. Et l'article, ça s'appelait « Décoloniser la province ». Je vous remercie.